Camille Sarry, merci d'être notre invité ce soir. Merci. Donc nous avons deux politiques différentes. Aux États-Unis, on injecte de l'argent pour relancer l'emploi. Le président Obama l'a annoncé hier. Beaucoup d'argent va être injecté dans l'économie pour ce faire. Et en Europe, et notamment en France, on fait des économies alors que le taux de chômage est là aussi important. Quelle est la meilleure solution finalement pour sortir de la crise ? La meilleure solution, c'est d'avoir un équilibre entre la baisse de la dette publique, mais aussi qu'il n'y ait pas la récession. Parce que s'il y a une récession, si on diminue de trop les dépenses publiques, ça signifie qu'il y aura moins de croissance et ça signifie qu'il y aura du chômage et donc moins de recettes fiscales. Donc il faut faire très attention, il faut qu'il y ait un équilibre entre les recettes, entre donc la diminution de la dette publique et la croissance, ça d'une part. D'autre part, les Américains sont c'est le seul pays qui a une monnaie nationale qui joue un rôle international selon les accords de Bretton Woods. Donc ils ont ce privilège de pouvoir émettre de la monnaie, j'allais dire ex nihilo. Et déjà, c'est le seul pays dont la banque centrale, qui est la Fed, qui, contrairement à la BCE, selon le traité de Maastricht, doit se cantonner à la défense de l'inflation. Enfin, il ne faut pas que l'inflation dépasse 2%. D'ailleurs, la BCE a augmenté ses taux, contrairement à la Fed qui diminue ses taux. Donc la Fed a une mission beaucoup plus globale pour la croissance économique et l'emploi, c'est-à-dire qu'elle est prête à racheter des obligations du Trésor américain, et ça représente 1200 milliards. Le premier créancier donc de l'État américain, c'est la Fed, c'est pas la Chine, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ils ont ce privilège. Le problème, ils ont fait déjà plusieurs programmes, ce qu'on appelle le programme quantitative easing 1, 2, et là, ils ont hésité. Et d'ailleurs, monsieur Bernanke, Jacob Bernanke a dit, le gouverneur de la Banque centrale américaine, il a dit c'est pas exclu. Il a dit nous avons d'autres outils. À mon avis, il y a ce programme de Barack Obama qui est quand même très puissant. C'est 447 milliards de dollars. Donc, mais les républicains, ils ont contesté, ils ont dit comment il va avoir le financement. Et ils n'ont pas tort non plus. On est aussi dans un jeu politicien préélectoral qui n'arrange pas du tout les choses. Ça explique aussi une partie de l'instabilité. Où est-ce qu'il va aller chercher l'argent, Barack Obama ? C'est par aussi l'augmentation de la dette, mais peut-être que lui, il compte sur une augmentation des impôts et une baisse des dépenses. Mais sa marge de manœuvre est limitée. D'ailleurs, pour augmenter les impôts, il faut qu'il ait l'accord des républicains et surtout du Tea Party, qui sont très virulents, qui sont anti-augmentation des impôts. Et là, donc, vous savez, c'est un discours qui est plus préélectoral, de mobilisation, que réaliste du point de vue économique. Moi, je ne vois pas comment il peut augmenter encore l'endettement des États-Unis, sachant que la note américaine a été dégradée par Standard & Poor's et que les Chinois, qui sont le premier créancier étatique, on va dire privé, des Américains, ne sont pas tout à fait d'accord. Ils l'ont fait savoir aux Américains. En comparaison, quelle analyse faites-vous de la politique économique de la France ? Moi, je pense qu'il faut s'attaquer aux niches. Il y a une étude de l'inspection des finances qui dit qu'il y a 50 milliards quand même de niches fiscales qui n'ont aucun impact sur l'économie. On va parler des 5% qui a été accordé, la baisse de la TVA sur les restaurants. Enfin, on peut multiplier les exemples. Moi, je pense qu'il faut s'attaquer à ces niches fiscales et il ne faut pas altérer non plus la croissance et le pouvoir d'achat. Il faut s'attaquer plus au bouclier fiscal et aux niches fiscales. Et puis, surtout, il faut une coordination avec l'Europe. La France, toute seule, elle n'y arrivera pas. C'est une coordination avec les autres États européens. Il faut qu'il y ait un plan de croissance européen qui ferait qu'il y ait une dynamique au niveau de l'Europe et qu'on n'est pas dans cette instabilité. Parce que si on est dans la récession, là, les choses seront encore plus graves, c'est-à-dire qu'on est dans le cercle vicieux.
On attend de la croissance. Le G7 à Marseille, quelle solution peut-il apporter ? D'abord, le G7, c'est au niveau des ministres des Finances, et donc il n'est pas au niveau des chefs d'État. Et le G7, il est limité par sa composition. L'épargne mondiale, c'est pas au niveau des pays du G7, c'est au niveau des pays du G20, on va dire, c'est-à-dire la Chine. La Chine, c'est le premier créancier des Américains. Alors pourquoi cette réunion ? C'est dans quel but ? Rassurer ? Parce que c'est un peu, j'allais dire, la routine. C'est parce que les puissances occidentales, le G7 veut montrer qu'il est toujours là, mais il est obligé de passer quand même par une coordination avec le G20. Mais le G7, c'était l'origine, hein, mais c'est aussi pour montrer que les pays puissants, enfin les plus industrialisés, ils vont passer un message, il y aura un communiqué. Apparemment, les marchés n'ont pas l'air d'attendre beaucoup de ce communiqué-là, mais en tout cas, le G7, il faudrait qu'il affiche au moins une possibilité future de coordination pour une croissance mondiale. Mais ça, et aussi la régulation des marchés financiers, parce que dans ces marchés, il y a ce qu'on appelle les opérateurs classiques, qui font de la transfert de l'épargne vers l'investissement, mais il y a aussi des crocodiles, c'est-à-dire des gens qui spéculent, les hedge funds par exemple, qui ont des logiciels qui peuvent acheter et vendre des actions à la seconde, c'est-à-dire c'est du court terme. On ne peut pas expliquer avec des rumeurs fausses. On l'a vu avec ce qui s'est passé concernant la Société Générale et la BNP, et même concernant la notation de la France, et tout le monde savait que c'était des rumeurs fausses, mais ils ont fait une opération, ils ont fait un coup entre guillemets, où ils ont empoché beaucoup de millions. Alors vous dites, Camille Sari, que la solution à cette crise économique viendra des politiques. Vous savez, l'origine du problème, il est privé, c'est-à-dire les banques et le système financier et l'économie. Mais maintenant, on est dans un problème de dette publique. De dette publique, donc Europe. c'est une gestion des États. Le problème, c'est que les marchés, ils ont un rythme, c'est-à-dire de court terme. Ils veulent des résultats de court terme. Ils réagissent même pas au jour le jour, c'est à la seconde. Alors que les États, ils ont des rythmes, c'est-à-dire que les décisions qui ont été prises le 21 juillet à l'occasion du sommet de Bruxelles, il faut que ça passe par les parlements nationaux. Mais les parlements nationaux, ils hésitent. Les Finlandais, ils ont négocié un accord avec la Grèce. Le problème de la Grèce, il est limité. C'est 3% de la dette globale européenne. Donc, l'Europe est capable de le gérer. Mais vous savez, le problème, c'est la contagion. C'est-à-dire, si on laisse tomber la Grèce, ça veut dire qu'on va laisser tomber l'Italie, etc. Donc, juste pour conclure, vous dites que les politiques doivent aller plus vite dans leurs décisions. D'aller plus vite et de ne pas se transformer en commentateurs politiques et journalistiques. C'est-à-dire, on entend beaucoup de déclarations des politiques qui préparent des élections et ils se transforment en vrais commentateurs de la politique, ce qui influence les marchés. Il faudrait arrêter de faire des commentaires et se mettre autour de la table et prendre des décisions. Il faut qu'ils prennent des décisions. Et les marchés attendent, comme les populations attendent aussi des décisions. Merci Camille Sari d'avoir été notre invité. Merci à vous.